En rentrant plus tôt à la maison, un père plongé dans le deuil trouve le jardin silencieux, jusqu'à voir ses enfants debout pour la première fois. Devant eux, une jeune aide agenouillée guide la scène avec des mots doux et une foi inébranlable. À partir de cet instant, quelque chose d'invisible se brise en lui, déclenchant une guérison qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. Édouard rentrait toujours chez lui, à 18h45, chaque jour sans exception, comme une horloge qui ne fait jamais défaut. Il garait sa voiture à la même place, saluait le concierge d'un signe de tête sec et montait les 2 étages jusqu'à l'appartement qui occupait le dernier étage de l'immeuble élégant d'un quartier chic du sud de Paris. Mais ce jour-là, de mars, alors que la chaleur persistait encore à la fin de l'été parisien, quelque chose de différent l'a fait quitter le bureau plus tôt. Peut-être était-ce l'appel qu'il n'avait pas réussi à terminer, ou la sensation étrange qui l'accompagnait depuis le petit déjeuner. Édouard ne savait pas l'expliquer, mais il y avait une inquiétude dans sa poitrine, comme si quelque chose d'important l'attendait à la maison. À 42 ans, après 3 années plongées dans une routine qui le protégeait de ressentir quoi que ce soit au-delà du nécessaire pour travailler et survivre, il suivait rarement ses impulsions. Mais le voilà, à 16h45, 2 heures avant l'heure habituelle, insérant la clé dans la serrure de la porte principale. L'appartement était silencieux. Ce n'était pas un silence ordinaire, de ceux qui nous font soupirer de soulagement après une journée agitée. C'était un silence lourd, comme si toute la maison retenait son souffle. Édouard laissa sa mallette sur la console de l'entrée et desserra sa cravate, s'attendant à entendre les sons familiers qui ponctuaient ses après-midi. Le bruit de la télévision, peut-être, ou les voix étouffées venant de la chambre des garçons. Mais il n'y avait que le bourdonnement presque imperceptible de la climatisation. Il traversa le vaste salon, avec ses canapés en cuir clair et le mur tapissé de livres qu'il n'avait pas touchés depuis longtemps. Les portraits de famille occupaient encore quelques coins, mais Édouard avait appris à en détourner le regard, comme on évite une blessure qui n'a pas encore complètement cicatrisé. Il passa par la cuisine, où la vaisselle du déjeuner était lavée et rangée, et se dirigea vers les chambres. Les portes étaient ouvertes, mais il n'y avait personne. C'est alors qu'il entendit un son très bas, presque un murmure venant de la direction du jardin, d'hiver au fond de l'appartement. Édouard s'arrêta, prêtant attention. C'était une voix féminine, douce, prononçant des mots qu'il ne parvenait pas à distinguer complètement. Il y avait quelque chose dans ce ton qui le fit marcher lentement, presque sur la pointe des pieds, jusqu'à la porte vitrée qui séparait le salon du petit jardin intérieur. Ce qu'il vit le figea en plein mouvement, comme si le temps s'était arrêté autour de lui. Là, dans le jardin que Marianne avait créé avec tant de soin des années auparavant, se trouvaient ses 2 fils, Pierre et Henri, les jumeaux de 9 ans, qui, 4 ans plus tôt, avaient été diagnostiqués avec une condition neurologique qui, selon tous les spécialistes consultés, les empêcherait à jamais de marcher sans aide. Les garçons qu'Édouard voyait chaque matin assis dans leur fauteuil roulant, résignés et silencieux, étaient debout. Debout, les jambes tremblantes, les bras tendus en quête d'équilibre, les visages rougis par l'effort, mais ils étaient debout. Et devant eux, agenouillés sur le sol du jardin, les bras ouverts et avec un sourire qu'Édouard n'avait pas vu depuis longtemps dans sa maison, se trouvait Camille. Camille avait 28 ans et avait été engagée 2 mois seulement auparavant pour s'occuper de la maison et aider avec les garçons. Édouard lui parlait à peine au-delà du nécessaire, se limitant aux salutations matinales et aux instructions sur la routine de ses fils. Il savait qu'elle était dévouée, que les garçons l'aimaient bien, mais il n'avait jamais été témoin de quelque chose de tel. « Allez, Pierre, encore un petit pas. Tu peux le faire, mon chéri. Henri, tiens-toi bien, n'aie pas peur. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. » Sa voix avait une qualité hypnotique, comme si elle portait une certitude que tous les autres avaient perdue, depuis longtemps. Édouard vit Pierre faire un pas hésitant, puis un autre. Il vit Henri s'efforcer, tomber à genoux, se relever avec son aide et essayer à nouveau. Il ne savait pas depuis combien de temps il était là, immobile, à regarder cette scène qui défiait tout ce qu'il croyait possible. Ce fut Pierre qui le vit le premier.
Le garçon s'arrêta en plein mouvement et ses yeux s'écarquillèrent. « Papa !» Le murmure de Pierre fit se retourner Henri et Camille en même temps. Le jardin devint totalement silencieux. Édouard sentit ses jambes devenir lourdes, son cœur s'accélérer d'une manière qui ne lui était pas arrivée depuis des années. Ses fils semblaient s'attendre à une explosion, une réaction de colère ou de déception. Camille se leva lentement, s'essuyant les mains sur son tablier et baissant le regard. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Édouard ouvrit la porte vitrée et entra dans le jardin. Il s'agenouilla par terre, à la hauteur de ses fils, et tendit les bras. Pierre et Henri s'approchèrent en titubant, s'appuyant l'un sur l'autre, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur père. Il les serra dans ses bras avec une force qu'il gardait depuis longtemps, sentant l'odeur de leurs cheveux, la texture petite et chaude de leur corps qui luttait pour rester debout. « Vous marchez » murmura Édouard, et sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « On voulait te le montrer, papa » dit Henri, les yeux brillants. « Camille a dit qu'on pouvait essayer. » Édouard regarda Camille, qui restait immobile à quelques pas de là, les mains jointes devant elle. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Un mélange de détermination et de tendresse qui semblait venir d'un endroit très profond. « Comment ?» Ça fut tout ce qu'Édouard réussit à demander. Camille prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ma sœur aussi était considérée comme un cas sans espoir, monsieur Édouard. Les médecins disaient qu'elle ne pourrait jamais se réadapter après l'accident, mais elle a réussi. Ça a pris des années, beaucoup de kinésithérapie, beaucoup de fois, mais elle a réussi. Quand j'ai vu les garçons, je me suis souvenu d'elle. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ils pourraient aussi essayer. » Édouard sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme si une porte longtemps verrouillée s'ouvrait doucement. « S'il te plaît, ne la renvoie pas, papa » demanda Pierre, agrippant le bras de son père avec force. « C'est la seule qui n'a jamais abandonné. »« Jamais » compléta Henri. Édouard resta là, sur le sol du jardin, entouré de ses fils et de la présence silencieuse de Camille, essayant de comprendre ce qui se passait. Tout ce qu'il croyait sur les limitations, sur l'acceptation, sur la résignation, semblait se défaire à cet instant. Il y avait une force là qu'il ne comprenait pas, mais qu'il reconnaissait comme quelque chose de vrai et de puissant. « Je ne vais pas la renvoyer », dit Édouard, regardant d'abord ses fils puis Camille. « Je ne le ferai pas. » Ce soir-là, après que les garçons eurent dîné et furent allés se coucher, Édouard resta dans le salon à regarder le jardin. Camille avait terminé ses tâches et s'apprêtait à partir quand il l'appela. « Camille, pouvez-vous venir un instant ?» Elle s'approcha avec la même prudence qu'il avait observée durant l'après-midi. « Je veux que vous me racontiez tout, sur votre sœur, sur ce que vous faites avec les garçons, sur comment vous en êtes arrivé là. » Camille s'assit sur le bord du canapé et commença à raconter. Elle parla de Laetitia, sa sœur de 5 ans, sa cadette qui avait eu un accident de voiture à 16 ans et était restée avec des séquelles que les médecins considéraient comme irréversibles. Elle parla des années de kinésithérapie, de sa mère qui travaillait en double poste pour payer les traitements, de sa propre détermination à ne pas accepter que sa sœur reste limitée pour toujours. Ça a pris 4 ans, mais Laetitia a remarché. Pas parfaitement, mais elle a remarché. Et c'est elle qui m'a dit que lorsque je regarderai d'autres personnes traverser la même situation, je devrais voir la possibilité, pas la limitation. Édouard écouta chaque mot avec une attention qu'il n'avait pas accordée à quoi que ce soit depuis longtemps. Il y avait quelque chose dans la façon dont Camille parlait, dans la conviction tranquille avec laquelle elle racontait l'histoire, qui le faisait croire que de petits miracles silencieux pouvaient réellement se produire. « Et vos fils, monsieur Édouard, ils ont une force incroyable. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qui croit en eux. » Cette nuit-là, Édouard ne parvint pas à dormir. Il resta à regarder le plafond, pensant à ses fils, à Camille, à la façon dont tout avait changé en quelques heures. Il pensa à Marianne et à combien elle serait heureuse de voir les garçons debout. Il pensa à quel point il s'était éloigné de tout ce qui comptait, construisant une routine sûre mais vide, qui le protégeait de la douleur mais aussi de la joie. Le lendemain matin, Édouard fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 3 ans. Il n'est pas allé travailler. Il appela son bureau, annula toutes ses réunions et resta à la maison. Quand Camille arriva, elle le trouva dans la cuisine,
préparant le petit déjeuner des garçons. Pierre et Henri ne cachèrent pas leur surprise et leur joie de voir leur père là, assis à table avec eux, leur demandant ce dont ils avaient rêvé. Quels étaient leurs projets pour la journée? « Papa, tu vas regarder notre entraînement aujourd'hui » demanda Henri avec un espoir prudent dans la voix. « Je vais regarder et je vais participer » répondit Édouard. Et c'est ainsi que tout commença. Édouard assis sur le sol du jardin, tenant les mains de ses fils, les aidant à faire de petits pas décidés. Camille guidant les mouvements, expliquant chaque exercice, chaque technique, toujours avec cette patience infinie qui semblait venir d'un lieu sacré. Pendant les pauses, Édouard observait comment elle parlait aux garçons. Ce n'était pas seulement un soin professionnel, c'était de l'affection véritable, c'était la foi en action, c'était quelqu'un qui croyait réellement au potentiel de chaque tentative, de chaque petit progrès. « Vous savez pourquoi je suis si sûr que vous allez y arriver ?» demanda Camille pendant une des pauses. « Pourquoi ?» demandèrent les deux en même temps. « Parce que vous avez déjà réussi le plus difficile. Vous n'avez pas renoncé à essayer. Et quand quelqu'un ne renonce pas à essayer, le reste n'est qu'une question de temps et de dévouement. » Édouard sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas entendu de mots porteurs d'autant d'espoir. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas cru en des possibilités qu'il ne pouvait ni contrôler ni prévoir. Ce premier jour à la maison, il découvrit des choses sur ses fils qu'il avait manquées pendant ces années de détachement émotionnel. Il découvrit que Pierre adorait dessiner et avait une imagination fertile pour créer des histoires. Il découvrit qu'Henri était curieux de savoir comment les choses fonctionnaient et posait des questions complexes sur le monde. Il découvrit qu'ils rêvaient tous les deux de jouer au football, de courir sur la plage, de faire des choses simples qui leur semblaient impossibles. Plus important encore, il découvrit qu'il leur manquait. « Papa, tu resteras à la maison demain aussi ?» demanda Pierre au moment de se coucher. Édouard regarda son fils, ses yeux qui gardaient un espoir prudent, comme s'ils avaient peur de rêver trop grand. « Je resterai à la maison tous les jours où vous aurez besoin de moi, » répondit Édouard. Et c'est à ce moment-là qu'il sut que quelque chose de fondamental avait changé. Pas seulement pour les garçons, pas seulement à cause de la détermination de Camille, mais en lui-même. L'homme qui s'était fermé à la vie commençait lentement à s'ouvrir à nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, Édouard n'eut pas peur de cette transformation. Il ressentit du soulagement. Les semaines qui suivirent apportèrent une transformation qu'Édouard n'aurait jamais pu imaginer. La maison qui avait été si longtemps un simple lieu de passage où il dormait et prenait son petit déjeuner en silence avant de partir précipitamment au travail, se mit à vibrer de vie à nouveau. Édouard restructura tout son emploi du temps. Les réunions qui consumaient autrefois ses journées furent redistribuées, beaucoup transférées en visioconférence qu'il pouvait faire de chez lui, d'autres simplement annulées, car elles n'étaient pas aussi urgentes qu'elles le paraissaient. Son équipe au bureau fut surprise au début, mais s'adapta rapidement à la nouvelle réalité du patron, qui découvrit que la productivité ne signifiait pas nécessairement être physiquement présent pour toutes les décisions. Chaque matin, Édouard se réveillait 1 heure plus tôt pour préparer le petit déjeuner des garçons. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait par obligation, mais par un plaisir sincère qu'il avait redécouvert. Il aimait voir Pierre et Henri descendre à la cuisine encore en pyjama, les cheveux ébouriffés par le sommeil, racontant leurs rêves de la nuit ou faisant des projets pour la journée. Les progrès des garçons étaient lents, mais constants. Camille avait établi une routine rigoureuse d'exercice qui occupait toutes les matinées. Édouard participait à tout, apprenant les techniques, comprenant les objectifs de chaque mouvement, célébrant chaque petite réussite comme s'il s'agissait d'une victoire monumentale. Pierre fut le premier à réussir à marcher 10 pas consécutifs sans s'appuyer sur rien. Édouard était dans le salon, en visioconférence avec un client important, quand il entendit les cris de célébration venant du jardin. Il s'excusa, quitta la réunion et courut voir ce qui se passait. Il trouva Pierre au milieu du jardin, debout, les bras levés en signe de victoire, tandis qu'Henri et Camille applaudissaient, émus. « 10 pas, papa, 10 pas tout seul !» cria Pierre, et Édouard sentit ses yeux se remplir de larmes. Henri ne tarda pas à suivre l'exemple de son frère. 3 jours plus tard, il réussit à traverser tout le jardin en marchant, lentement et concentré,
mais sans aucun soutien. La célébration fut encore plus grande, car Henri était le plus prudent des deux et avait mis plus de temps à faire confiance à ses propres jambes. Édouard commença à observer Camille avec une attention différente. Elle n'était plus seulement l'employée dévouée qui s'occupait bien de ses fils. Elle était la femme qui lui avait rendu la possibilité de croire au miracle. Il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir dans la maison, toujours discrète mais présente, toujours attentive mais jamais intrusive, qui le faisait se sentir en paix d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Camille avait sa propre routine, qu'Édouard se mit à connaître par cœur. Elle arrivait toujours à 7 heures du matin, avec un sourire qui illuminait tout l'appartement. Elle apportait des livres qu'elle lisait aux garçons pendant les pauses des exercices, des histoires d'aventure et de dépassement de soi qu'ils écoutaient les yeux brillants. Elle cuisinait des déjeuners simples mais savoureux, demandant toujours ce qu'ils préféraient, inventant toujours des façons créatives de les faire bien manger. Mais Édouard remarqua qu'il y avait une mélancolie silencieuse chez Camille, qu'elle portait comme un bagage invisible. Parfois, quand elle pensait que personne ne la regardait, son sourire s'effaçait et elle prenait une expression lointaine, comme si elle pensait à quelque chose qui la préoccupait profondément. Ce fut un jeudi après-midi qu'Édouard décida d'aborder le sujet. Les garçons faisèrent la sieste après une matinée intense d'exercice et Camille était dans la cuisine, organisant les ingrédients pour le dîner. « Camille, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle arrêta de manipuler les épices et se tourna vers lui, avec cette expression prudente qu'elle avait toujours quand elle ne savait pas à quoi s'attendre. « Bien sûr, monsieur Édouard. Comment vont votre mère et votre sœur ?» Le visage de Camille se contracta légèrement, comme si la question avait touché un point sensible. « Elles vont bien, merci de demander. » Édouard se rendit compte que la réponse était trop rapide, trop formelle, comme si elle voulait clore le sujet avant qu'il ne s'approfondisse. « Camille, j'ai remarqué que vous êtes parfois préoccupée par quelque chose. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider, » elle resta silencieuse un moment, jouant nerveusement avec son tablier. « C'est que ma mère n'est pas en bonne santé, monsieur Édouard, et le traitement de Laetitia est cher. Je m'occupe de tout toute seule, alors parfois je suis un peu anxieuse, mais ce n'est rien qui compromette mon travail ici. » Édouard sentit un pincement au cœur. Camille était en train de transformer la vie de sa famille, de donner espoir et joie à ses fils, et il ne savait même pas qu'elle portait des soucis si lourds. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ? Parce que je ne voulais pas que vous pensiez que je suis ici par nécessité, vous savez. Je me soucie vraiment de Pierre et Henri. Ils sont devenus spéciaux pour moi. » Édouard la regarda, voyant la sincérité sur son visage, la façon dont elle parlait de ses fils avec une affection sincère qui allait bien au-delà de toute obligation professionnelle. « Camille, je voudrais vous faire une proposition. » Elle le regarda avec curiosité. « Je veux que vous vous consacriez exclusivement aux garçons. Laissez les autres tâches de la maison à quelqu'un d'autre. Je veux que votre attention soit uniquement sur leur rééducation, et je vais doubler votre salaire. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « Monsieur Édouard, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez. Pierre et Henri ont besoin de vous, et moi aussi. » La dernière phrase sortit plus intime qu'Édouard ne l'avait prévu, mais il ne le regretta pas. C'était la vérité. Lui aussi avait besoin de Camille, avait besoin de l'espoir qu'elle avait apporté dans cette maison, avait besoin de la façon dont elle le faisait croire que la vie pouvait encore surprendre positivement. Camille accepta et le changement fut immédiat. Avec plus de temps et de ressources consacrées exclusivement aux garçons, leurs progrès s'accélérèrent. En quelques semaines, ils pouvaient tous les deux marcher dans toute la maison, monter et descendre les escaliers, jouer à chat dans le jardin. Les exercices devinrent plus stimulants, incluant des activités qui exigeaient équilibre, coordination et force. Édouard avait l'impression de voir ses fils renaître. Ils riaient plus, parlaient plus, rêvaient plus grand. Ils commencèrent à faire des projets pour l'avenir, à demander quand ils pourraient aller au parc, quand ils pourraient jouer au football avec leurs amis de l'école. La relation entre Édouard et Camille changea également. Ils se mirent à parler davantage, à partager leurs impressions sur les progrès des garçons, à prendre le café ensemble en fin d'après-midi pendant que Pierre et Henri faisaient leurs devoirs. Édouard découvrit que Camille avait une intelligence raffinée, une façon particulière de voir le monde qui le fascinait.
Elle parlait des livres qu'elle lisait, des rêves qu'elle avait, de son désir de faire un jour des études de kinésithérapie pour pouvoir aider plus de gens comme Laetitia. Il y avait des moments où Édouard se surprenait à la regarder et à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas seulement de la gratitude, bien qu'il y en eût beaucoup. C'était une attirance silencieuse, un intérêt qui allait au-delà du professionnel, une envie de la connaître mieux, de faire partie de sa vie de la même manière qu'elle était devenue partie de la sienne. Mais Édouard était prudent. Camille travaillait pour lui, dépendait de lui financièrement, et il ne voulait pas qu'elle se sente pressée ou mal à l'aise. Alors il gardait ses sentiments pour lui, essayant de se concentrer uniquement sur le bien-être de ses fils et sur la gratitude d'avoir trouvé quelqu'un de si spécial pour s'occuper d'eux. Ce fut un mardi matin que tout changea à nouveau. Édouard était dans le bureau qu'il avait aménagé à la maison quand la sonnette retentit. Camille alla ouvrir et revint quelques minutes plus tard avec une expression étrange sur le visage. « Monsieur Édouard, il y a une dame dans le salon qui voudrait vous parler, à vous et à moi. Elle a dit que c'est à propos d'une offre d'emploi. » Édouard fronça les sourcils. Il n'attendait personne et n'avait aucune idée de quelle proposition il pouvait s'agir. Il descendit au salon et trouva une femme élégante, d'une 50aine d'années, impeccablement vêtue, assise sur le canapé avec une posture qui suggérait quelqu'un d'habitué à obtenir ce qu'elle voulait. « Monsieur Édouard, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Hélène André. J'ai un fils atteint d'une condition similaire à celle de vos garçons. J'ai entendu parler du travail exceptionnel que mademoiselle Camille fait ici et j'aimerais lui faire une proposition. » Édouard s'assit en face d'elle, avec déjà une sensation désagréable dans l'estomac. Quel genre de proposition? Hélène sourit, mais c'était un sourire calculé, sans chaleur. J'aimerais engager Camille pour s'occuper exclusivement de mon fils. Je peux lui offrir un salaire 3 fois plus élevé que ce qu'elle reçoit ici, ainsi qu'une assurance santé complète, une couverture totale pour le traitement de sa mère et de sa sœur, et même financer des études dans une université privée pour qu'elle puisse réaliser son rêve de devenir kinésithérapeute. Édouard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il regarda Camille, qui se tenait près de la porte, pâle, les yeux fixés au sol. « La proposition est tentante, n'est-ce pas, mademoiselle Camille ?» continua Hélène d'une voix mielleuse. « Vous pourriez aider mon fils et en même temps résoudre tous les problèmes financiers de votre famille. C'est une opportunité unique. » Édouard vit la lutte intérieure se dessiner sur le visage de Camille. Il vit le conflit entre l'affection qu'elle avait pour Pierre et Henri et le besoin désespéré de prendre soin de sa famille. Il vit le poids de la responsabilité qu'elle portait seule, la pression de prendre une décision qui changerait la vie de tous ceux qu'elle aimait. « Je dois réfléchir, » murmura Camille. « Bien sûr, ma chère, mais ne tardez pas trop. Mon fils a besoin de soins urgents et des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours. » Hélène se leva, laissa une carte avec ses coordonnées et prit congé avec la même élégance calculée qu'à son arrivée. Après son départ, Édouard et Camille restèrent en silence dans le salon. L'appartement semblait être revenu au silence lourd d'avant, comme si toute la vie qui y avait fleuri ces dernières semaines était menacée de disparaître. « Camille, regardez-moi, » dit Édouard de la voix la plus douce qu'il put trouver. Elle leva les yeux, et Édouard vit qu'ils étaient pleins de larmes. « Je ne veux pas partir, monsieur Édouard. Pierre et Henri sont devenus comme mes propres enfants. Mais ma mère a besoin d'une opération, et le traitement de Laetitia, je ne sais pas si je vais pouvoir tout assumer toute seule. » Édouard s'approcha d'elle, le cœur battant à cause d'une décision qu'il était en train de prendre à cet instant même. « Et si vous n'aviez pas à choisir? »« Comment ça? »« Et si je pouvais vous offrir tout ce qu'elle a offert, mais que vous restiez ici avec nous ?» Camille le regarda sans comprendre. « Monsieur Édouard, vous êtes sérieux? »« Je suis très sérieux. Amenez votre mère et votre sœur vivre ici. L'appartement est assez grand. Je financerai le traitement des deux, je paierai les études que vous voudrez faire, et vous resterez ici en faisant partie de notre famille. » Les larmes que Camille retenait coulèrent enfin sur son visage. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Édouard prit une profonde inspiration, sentant qu'il était sur le point de dire une vérité qu'il ne savait même pas qu'il gardait en lui. « Parce que vous n'avez pas seulement sauvé mes fils, Camille, vous m'avez sauvé moi aussi, et parce que je ne peux pas imaginer cette maison sans vous. »
C'était la première fois qu'Édouard admettait, même à lui-même, à quel point Camille était devenue importante. Ce n'était pas seulement ce qu'elle faisait pour les garçons, c'était qui elle était, la façon dont sa présence changeait toute l'énergie de ce lieu, comment sa foi et sa détermination avaient éveillé en lui une envie de vivre qu'il pensait avoir perdue à jamais. Camille resta silencieuse un long moment, les larmes continuant de couler sur son visage. « J'accepte », murmura-t-elle finalement. Édouard ressentit un soulagement si grand qu'il crut un instant qu'il allait s'évanouir. Sans réfléchir, il tendit les bras et Camille s'approcha, lui permettant de la serrer dans ses bras. Ce fut une étreinte prudente, respectueuse, mais pleine d'une gratitude et d'une affection que tous deux ressentirent profondément. Quand ils se séparèrent, Édouard vit dans les yeux de Camille quelque chose qui lui fit croire que peut-être, juste peut-être, elle ressentait aussi pour lui quelque chose de plus que de la gratitude professionnelle. Il y avait là une tendresse, une connexion que tous deux commençaient à reconnaître, mais qu'ils étaient encore trop prudents pour nommer. Cette nuit-là, après que Pierre et Henri se furent endormis en célébrant la nouvelle que Camille resterait pour toujours, Édouard resta sur le balcon à regarder la ville illuminée en contrebas. Pour la première fois depuis des années, il ressentait de l'espoir. Pas seulement pour ses fils, mais pour lui-même, pour la possibilité que la vie puisse encore lui offrir plus que la simple survie et le travail. Camille apparut sur le balcon quelques minutes plus tard, avec 2 tasses de thé. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être de la compagnie. » Édouard accepta le thé, et ils restèrent là, dans un silence confortable, à observer les lumières de la ville. « Merci, » dit Camille tout bas. « C'est moi qui vous remercie, » répondit Édouard. Et tous deux savaient qu'ils parlaient de bien plus que de simples arrangements pratiques et d'opportunités professionnelles. Ils parlaient d'une seconde chance, d'une possibilité de bonheur que ni l'un ni l'autre ne croyaient encore possible de trouver. L'arrivée de Madame Marie et de Laetitia transforma l'appartement d'Édouard en quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Un véritable foyer rempli de voix, de rires et de vie vibrant dans tous les coins. Madame Marie, à 62 ans, était une femme petite, mais à la personnalité marquante. Ses mains calleuses racontaient l'histoire d'une vie entière dédiée à prendre soin des autres. Et dans ses yeux, il y avait une sagesse silencieuse qu'Édouard se mit à admirer dès les premiers jours de leur cohabitation. Laetitia, quant à elle, était une version plus jeune de Camille, avec les mêmes yeux doux, mais une détermination encore plus féroce, peut-être forgée par l'expérience d'avoir dû reconquérir chaque mouvement de son propre corps. Édouard avait préparé les chambres à l'étage supérieur, qu'il utilisait auparavant comme bureau et débarras, les transformant en espaces chaleureux. Il tint à ce que chaque détail soit pensé pour qu'elles se sentent vraiment chez elles, et non comme des invités temporaires. Il installa des barres d'appui dans la salle de bain de Laetitia, acheta de nouveaux meubles, décora avec des plantes que Madame Marie avait mentionnées aimer. Pierre et Henri furent ravis de l'arrivée des 2 femmes. Madame Marie avait un talent naturel pour raconter des histoires qui captivaient l'attention des garçons pendant des heures. Elle s'asseyait dans le fauteuil du salon, avec un jumeau de chaque côté, et narrait des aventures de sa jeunesse, des histoires de famille, des contes qu'elle inventait sur le moment et qui avaient toujours des fins heureuses et des leçons de courage. Laetitia devint rapidement une sorte de grande sœur pour Pierre et Henri. À 23 ans, elle avait une énergie contagieuse et une façon unique de transformer les exercices de kinésithérapie en jeux amusants. Elle-même faisait de la kinésithérapie tous les jours, et Édouard fut impressionné de voir comment elle avait développé une force et une souplesse qui défiaient tout pronostic médical. « Elle marche mieux que moi », commenta Édouard à Camille un matin, en observant Laetitia aider les garçons avec un exercice d'équilibre. « Ce fut une longue lutte », répondit Camille, « mais elle n'a jamais abandonné. Et la voir ainsi me rappelle chaque jour pourquoi il vaut la peine d'insister, pourquoi il vaut la peine de croire. » Les progrès de Pierre et Henri durant cette période furent extraordinaires, avec Laetitia comme exemple vivant que le dépassement de soi était possible, et avec Madame Marie toujours là pour célébrer chaque petite victoire, les garçons gagnèrent une confiance qu'Édouard n'avait jamais vue en eux. Ils pouvaient maintenant courir de courtes distances, monter et descendre les escaliers sans aucun soutien, jouer au football dans le jardin. Édouard acheta une petite piscine pour l'extérieur et était ému de voir ses fils nager et jouer dans l'eau comme n'importe quel enfant de leur âge. Les médecins qui suivaient leur cas
furent stupéfaits des progrès. Le docteur Henry, le neurologue qui s'occupait d'eux depuis le diagnostic initial, demanda à faire de nouveaux examens car il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. « Monsieur Édouard, je dois être honnête avec vous. Ce qui se passe avec Pierre et Henri va à l'encontre de tout ce que nous savons sur leurs conditions. Ce n'est pas seulement une amélioration, c'est une transformation complète. » Édouard sourit, regardant Camille, qui était assise à côté de lui lors de la consultation. « Docteur, parfois la médecine ne peut pas tout expliquer. Parfois on a besoin de quelque chose de plus. » « Comme quoi ? » La foi, l'amour, et quelqu'un qui n'accepte pas le mot « impossible ». Pendant cette période, Édouard et Camille commencèrent à développer une intimité qui grandissait naturellement, comme une plante qui trouve le bon sol et la lumière adéquate. Il n'y avait pas de pression, pas de précipitation. C'était une découverte mutuelle faite de conversations en fin de journée, de regards qui duraient un peu plus longtemps que nécessaire, de moments où leurs mains se touchaient par hasard et où aucun des deux ne se retirait immédiatement. Édouard découvrit que Camille avait un sens de l'humour subtil qui le faisait rire d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Elle découvrit que derrière le sérieux de l'homme d'affaires, Édouard était un homme sensible, qui savait écouter, qui se souciait sincèrement des gens autour de lui. Ils commencèrent à sortir ensemble pour de petites promenades au parc, après que les garçons se soient endormis. À ces occasions, ils parlaient de tout. Des rêves qu'ils avaient pour l'avenir, des blessures du passé qui cicatrisaient encore, de la façon dont la vie les avait tous deux surpris de manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ce fut lors d'une de ces promenades qu'Édouard réalisa qu'il était en train de tomber amoureux. Ce n'était pas seulement de la gratitude ou de l'affection, c'était quelque chose de plus profond, de plus vrai. Camille était devenue la personne avec qui il voulait partager les petites joies du jour, les peurs et les espoirs, les silences confortables et les éclats de rire spontanés. Camille ressentait également quelque chose de similaire grandir en elle. Édouard était devenu bien plus qu'un employeur bienveillant. C'était l'homme qui lui donnait l'impression qu'elle pouvait rêver d'un avenir différent, qui voyait en elle non seulement la personne qui s'occupait de ses fils, mais une femme complète, intelligente, capable d'être aimée pour ce qu'elle était. Mais tous deux étaient prudents. La différence sociale entre eux était quelque chose qui ne pouvait être ignoré, surtout quand ils commencèrent à sortir ensemble en public et qu'Édouard dut faire face aux regards et aux commentaires des gens de son cercle social. La première grande épreuve survint lorsqu'Édouard fut invité à un événement caritatif en faveur des enfants handicapés. C'était une cause qui lui tenait désormais à cœur, et il décida qu'il voulait y aller accompagné de Camille. « Camille, j'aimerais que vous veniez avec moi à l'événement de la Fondation vendredi prochain. » Elle le regarda surprise. « Monsieur Édouard, je ne pense pas que ce soit approprié. » « Pourquoi ne le serait-ce pas ? Parce que je n'appartiens pas à ce monde. Les gens vont nous regarder et vont juger. Je ne veux pas que cela vous cause des problèmes. » Édouard s'approcha d'elle, prit ses mains dans les siennes. « Camille, vous êtes la personne qui a sauvé mes fils, qui a apporté la joie dans cette maison, qui m'a appris à croire à nouveau au miracle. Si les gens ne peuvent pas voir la valeur extraordinaire que vous avez, le problème vient d'eux, pas de nous. » Camille céda, mais non sans appréhension. Elle acheta une robe simple mais élégante, se coiffa de manière plus sophistiquée et se prépara pour une soirée qu'elle savait difficile. L'événement se déroulait dans un hôtel luxueux du centre de Paris. Édouard arriva avec Camille à son bras, la présentant à tous comme la kinésithérapeute qui s'occupait de ses fils. C'était une façon de la protéger, de donner une légitimité professionnelle à sa présence, mais aussi une façon d'éviter des explications plus complexes sur ce qui se passait réellement entre eux. Au début, tout se passa bien. Édouard discuta avec des connaissances du travail. Camille se montra articulée et intéressée lorsque des personnes l'interrogèrent sur son travail avec Pierre et Henri. Elle gagna l'admiration de plusieurs en racontant de manière simple mais émouvante les progrès des garçons. Ce fut lorsqu'Édouard rencontra un groupe d'anciennes connaissances que les choses se compliquèrent. « Édouard, quelle surprise de te voir ici !» commenta Roger, un homme d'affaires avec qui Édouard avait fait des affaires par le passé. « Et qui est cette charmante jeune femme ?»« C'est Camille, la kinésithérapeute de mes fils. »« Ah, très intéressant. Et elle est ici à titre professionnel ou
demanda Marine, l'épouse d'un autre homme d'affaires, avec un sourire qui ne dissimulait pas la malice. Elle est ici parce que je l'ai invitée, répondit Édouard, sentant la tension monter. Comme c'est mignon de ta part, Édouard, de si bien prendre soin de tes employés. Certains employeurs se dévouent vraiment au-delà de leurs obligations, n'est-ce pas? Commenta une autre femme du groupe. Et les petits rires qui suivirent montrèrent clairement que le commentaire avait des sous-entendus. Édouard sentit le corps de Camille se raidir à côté de lui. Il vit la rougeur monter à son cou, la façon dont elle baissa les yeux, et fit un pas presque imperceptible pour s'éloigner. « Camille n'est pas seulement une employée, » dit Édouard d'une voix plus ferme. « C'est une personne extraordinaire qui a changé la vie de ma famille. »« Ah, bien sûr, répondit Roger, d'un ton qui suggérait qu'il ne croyait pas un mot de l'explication. « Eh bien, nous espérons qu'elle continuera à faire du bon travail. » Édouard voulut répondre, voulut remettre ses gens à leur place, mais il sentit Camille tirer légèrement sur son bras. « Je peux aller aux toilettes » murmura-t-elle. Édouard l'accompagna jusqu'au couloir menant aux toilettes et vit qu'elle était visiblement bouleversée. « Camille, ne faites pas attention à eux. Ce sont des gens mesquins qui ne savent pas de quoi ils parlent. » Édouard, je savais que ça arriverait. Je savais qu'il me regarderait et ne verrait que l'employé qui ne connaît pas sa place. Ce n'est pas vrai. Vous avez tout à fait le droit d'être ici, avec moi ou n'importe où ailleurs. Camille secoua la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Je pense que nous devrions partir et je pense qu'il serait peut-être mieux de garder les choses comme elles étaient avant. Comment ça? Professionnel, juste professionnel, je m'occupe de vos fils, vous me payez et chacun reste à sa place. Édouard sentit le monde s'effondrer autour de lui. Camille, vous ne pouvez pas être sérieuse. Je suis très sérieuse. Je ne veux pas être une source d'embarras pour vous. Je ne veux pas que les gens vous regardent et pensent que vous vous êtes entiché de votre employé. Vous méritez quelqu'un qui soit à la hauteur de votre niveau social. Édouard tenta d'argumenter, tenta d'expliquer que ces gens n'avaient pas d'importance, que ce qu'il ressentait pour elle était réel et précieux, indépendamment de ce que les autres pouvaient penser. Mais Camille était décidée. Elle avait été profondément blessée par l'humiliation subtile mais cruelle qu'elle avait subie et s'était enfermée dans une armure défensive qu'Édouard ne parvint pas à percer cette nuit-là. Ils rentrèrent à la maison dans un silence tendu. Édouard savait qu'il avait perdu quelque chose de précieux en ces quelques heures et il ne savait pas comment le récupérer. Les jours qui suivirent, Camille maintint une distance respectueuse mais douloureuse. Elle continua à se dévouer aux garçons, à être affectueuse avec Madame Marie et Laetitia, mais avec Édouard, elle se limita aux salutations formelles et aux informations nécessaires sur les progrès de ses fils. Édouard essaya de lui parler plusieurs fois, mais Camille trouvait toujours une excuse pour s'éloigner. Elle construisait des murs autour de son cœur, se protégeant d'une douleur qu'elle savait inévitable si elle continuait à nourrir des espoirs impossibles. Pierre et Henri remarquèrent que quelque chose avait changé. Les garçons ne comprenaient pas exactement ce qui se passait, mais ils sentaient la tristesse dans l'air, la façon dont leur père et Camille évitaient de se trouver dans la même pièce en même temps, comment les conversations étaient devenues plus courtes et plus formelles. « Papa, pourquoi toi et Camille ne vous parlez plus ?» demanda Pierre un soir au moment de se coucher. Édouard ne sut que répondre. Comment expliquer à un enfant de 9 ans que parfois l'amour ne suffit pas à surmonter les barrières que le monde dresse entre les gens? Parfois, les adultes traversent des périodes difficiles, mon fils, mais ne t'inquiète pas, d'accord? Pierre ne parut pas convaincu, mais il n'insista pas. Cependant, Édouard pouvait voir dans les yeux du garçon une préoccupation qui ne devrait pas exister, une intuition enfantine que quelque chose d'important était en train de se perdre. Madame Marie, avec sa sagesse silencieuse, observait tout sans faire de commentaires directs. Mais Édouard remarqua qu'elle avait commencé à le regarder avec une expression qui mêlait compréhension et déception, comme si elle savait exactement ce qui se passait et attendait qu'il prenne une initiative pour arranger la situation. Laetitia fut plus directe. Un après-midi, alors qu'Édouard rentrait plus tôt et ne trouva qu'elle, et les garçons dans le salon, elle s'approcha de lui avec la détermination caractéristique de sa famille. « Monsieur Édouard, je peux vous parler en privé ?» Édouard acquiesça et ils allèrent sur le balcon. « Je sais que ça ne me regarde pas, mais Camille souffre. Et vous aussi. Et Pierre et Henri ressentent tout ça. » Édouard soupira.
passant une main dans ses cheveux. « Laetitia, la situation est compliquée. Il y a des différences entre nous qui ne peuvent peut-être pas être surmontées. Vous savez ce que j'ai appris après mon accident, que la vie est trop courte pour gaspiller les bonnes choses qu'elle nous offre. Ma sœur a trouvé quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a ou n'a pas. Si vous laissez passer ça, vous le regretterez pour toujours. » Édouard resta silencieux, sachant que Laetitia avait raison, mais ne sachant pas comment réparer ce qui avait été brisé. Cette nuit-là, Édouard resta éveillé tard, pensant à Camille, à ses fils, à la façon dont tout avait changé si rapidement. Il regarda le jardin où tout avait commencé, où il avait vu ses fils debout pour la première fois, où il avait rencontré la femme qui avait transformé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Et c'est là, dans ce jardin silencieux, sous la lumière de la lune, qu'Édouard prit une décision. Il n'allait pas abandonner. Il n'allait pas laisser les préjugés des autres détruire la seule chance de bonheur véritable qu'il avait trouvée depuis des années. Demain, se promit-il, demain, il trouverait un moyen de montrer à Camille que leur amour était plus grand que n'importe quelle barrière sociale, plus grand que n'importe quel jugement extérieur. Demain, il se battrait pour la famille qui s'était formée dans cette maison, pour le bonheur qu'ils avaient failli perdre à cause de la peur. Édouard se réveilla le lendemain matin avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. Il avait passé la nuit à réfléchir à la manière d'aborder Camille, de lui montrer que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était plus important que toute opinion extérieure. Mais quand il descendit à la cuisine, il ne trouva que Madame Marie en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, Madame Marie, où est Camille ?» Madame Marie le regarda avec cette expression sage qui lui donnait toujours l'impression qu'elle en savait bien plus qu'elle ne le disait. « Elle est partie tôt, mon fils. Elle a dit qu'elle allait régler quelques affaires personnelles et qu'elle reviendrait dans l'après-midi. » Édouard sentit un nœud dans son estomac. Il y avait quelque chose dans le ton de Madame Marie qui l'inquiéta, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. « Elle va bien ?» Madame Marie soupira, s'essuyant les mains sur son tablier. « Édouard, puis-je vous appeler Édouard ?»« Bien sûr, Madame Marie. »« Ma fille souffre, Édouard, et vous aussi, et cela affecte tout le monde dans cette maison. Pierre et Henri n'arrêtent pas de demander pourquoi vous ne vous parlez plus. Laetitia est inquiète. Et moi, je vois deux personnes qui s'aiment s'éloigner par pur orgueil et par peur. » Édouard s'assit à la table de la cuisine, sentant le poids de la vérité dans les mots de Madame Marie. « Je veux arranger ça, Madame Marie. Je veux que les choses redeviennent comme avant. »« Non, Édouard, pas comme avant. Qu'elles soient meilleures, qu'elles soient vraies. Si vous aimez ma fille, montrez-le lui. Si vous voulez qu'elle fasse partie de votre vie, de la vie de vos fils, alors battez-vous pour ça. Mais battez-vous vraiment, pas avec des demi-mots et des gestes timides. » Pierre et Henri apparurent dans la cuisine à ce moment-là, encore en pyjama, et Édouard vit sur leur visage la même préoccupation qu'il avait remarquée ces derniers jours. « Papa, est-ce que Camille va partir ?» demanda Henri, direct comme il l'était toujours. La question frappa Édouard comme un coup de poing. Il ne savait pas que l'anxiété des garçons avait atteint ce point. « Pourquoi pensez-vous qu'elle va partir ?»« Parce que vous ne vous parlez plus, » dit Pierre, « et parce qu'elle est triste quand elle pense qu'on ne la voit pas. » Édouard s'agenouilla à la hauteur de ses fils, prenant leurs mains dans les siennes. « Vous aimez Camille ?»« On l'aime, papa, » répondit Henri. « Elle n'est pas seulement notre kiné, elle fait partie de notre famille. »« Et si je vous disais que je pense à lui demander de m'épouser ?» Les yeux des deux garçons s'écarquillèrent en même temps. « Sérieux, papa ?» demanda Pierre avec une excitation qu'Édouard n'avait pas vue depuis des semaines. « Sérieux. Mais d'abord, je dois être sûr qu'elle le veut aussi, et pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. » Édouard passa le reste de la matinée à préparer quelque chose de spécial avec l'aide de Pierre, Henri, Madame Marie et Laetitia. Chacun contribua à une partie du plan, transformant cette matinée en une conspiration amoureuse qui impliqua toute la famille. Camille rentra au milieu de l'après-midi avec une expression plus sereine que celle qu'elle avait montrée ces dernières semaines. Édouard se rendit compte qu'elle avait pris une sorte de décision, et cela le rendit encore plus nerveux. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Édouard, essayant de paraître décontracté. « Elle a été éclairante, » répondit Camille,
et il y avait quelque chose dans son ton qu'Édouard ne parvint pas à déchiffrer. « Camille, peux-tu venir dans le jardin? Les garçons veulent te montrer quelque chose. » Camille suivit Édouard jusqu'au jardin où Pierre et Henri l'attendaient. Mais il y avait quelque chose de différent dans la posture des garçons. Ils étaient plus droits, plus confiants, avec une lueur dans les yeux qu'Édouard n'avait pas vue depuis longtemps. « Camille, » dit Pierre solennellement, « nous avons décidé de te montrer quelque chose de spécial. »« Qu'est-ce que c'est, mes amours ?»« Nous allons marcher 20 pas, » dit Henri. 20 pas d'affilée, sans s'arrêter, sans s'appuyer sur rien. Pour toi. Camille regarda les garçons, puis Édouard, puis de nouveau les garçons. « Les garçons, vous n'avez pas besoin de vous forcer pour m'impressionner. Vous êtes déjà parfaits comme vous êtes. »« Ce n'est pas pour t'impressionner, » expliqua Pierre, « c'est pour te montrer que tu nous as appris qu'on peut faire n'importe quoi quand on a quelqu'un qui croit en nous. Et maintenant, on veut que tu croies en toi aussi. » Camille sentit ses yeux se remplir de larmes, mais ne dit rien. Elle s'assit simplement sur le banc du jardin et observa. Pierre et Henri se positionnèrent au début du jardin côte à côte. Édouard se tenait à l'autre extrémité, les bras ouverts, comptant les pas qu'il devrait faire. Madame Marie et Laetitia apparurent aux fenêtres pour regarder. « On y va ensemble ?» demanda Pierre à son frère. « On y va ensemble » répondit Henri, et ils commencèrent à marcher. Le premier pas fut hésitant mais ferme, le deuxième plus confiant. Au troisième pas, Pierre trébucha légèrement, mais se rattrapa sans tomber. Au cinquième pas, Henri rit nerveusement, mais continua. Au 10e pas, ils regardèrent tous les deux Camille, qui avait les mains sur la bouche, pleurant ouvertement. 15 pas, 16, 17. Édouard comptait à voix haute, la voix étranglée par l'émotion. Madame Marie et Laetitia applaudissaient depuis les fenêtres. Camille se leva du banc, marchant à côté des garçons, encourageant chaque mouvement. 18, 19. Au 20e pas, Pierre et Henri arrivèrent jusqu'à Édouard qui les enveloppa dans une étreinte serrée. Ils restèrent tous les trois là, enlacés, pleurant et riant en même temps. Camille s'approcha lentement, et quand elle fut assez près, Édouard la tira dans l'étreinte. Ils restèrent tous les quatre là, au milieu du jardin, dans une communion d'affection qui semblait sacrée. « Vous avez réussi, » murmura Camille. « Vous avez vraiment réussi. »« On a réussi parce que tu as cru en nous quand personne d'autre n'y croyait, » dit Pierre. « Et maintenant, on croit en toi, » compléta Henri. Édouard s'écarta légèrement de l'étreinte et regarda Camille dans les yeux. « Camille, je dois te dire quelque chose. » Elle le regarda, toujours les larmes aux yeux, mais avec une attention totale. « J'ai eu tort. J'ai eu tort de laisser les opinions de ces gens compter plus que nos sentiments. J'ai eu tort de ne pas me battre pour toi le soir même. J'ai eu tort d'accepter que tu t'éloignes de moi sans faire tout ce qui était en mon pouvoir pour te montrer à quel point tu comptes pour moi. »« Édouard, » commença Camille, mais il lui fit signe de se taire, d'un geste délicat. « Laisse-moi finir. Tu n'as pas seulement sauvé mes fils, Camille, tu m'as sauvé. Tu m'as rendu la capacité de ressentir l'espoir, de croire que la vie pouvait encore surprendre positivement, d'aimer à nouveau. Et je me fiche de ce que les gens pensent de nous, de nos différences sociales, de quoi que ce soit. Je me soucie seulement de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons l'un pour l'autre. » Camille pleurait silencieusement, mais n'essaya pas de l'interrompre. « Je t'aime, Camille. Je t'aime d'une manière que je ne savais plus être capable d'aimer. Et je veux que tu fasses partie de ma vie, de la vie de mes fils, pour toujours. Pas comme employée, pas comme salariée, mais comme compagne, comme égale, comme la femme qui complète notre famille. » Édouard s'agenouilla dans le jardin, à l'endroit même où il avait vu ses fils debout pour la première fois, où tout avait commencé. « Camille, veux-tu m'épouser ?» Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais pour Édouard, il parut une éternité. Pierre et Henri retinrent leur souffle. Madame Marie et Laetitia continuaient de regarder depuis les fenêtres. « Édouard, » dit Camille d'une voix basse mais ferme, « je t'aime aussi. Je t'aime depuis que tu as décidé de rester à la maison ce premier matin et de participer aux exercices des garçons. Je t'aime pour la façon dont tu regardes tes fils, pour la façon dont tu me traites, pour la façon dont tu as ouvert ta maison et ton cœur à ma famille. » Édouard sentit son cœur s'accélérer. « Mais j'ai peur, Édouard. Peur de ne pas être suffisante pour ton monde.
Peur qu'un jour tu te lasses de devoir expliquer qui je suis. Peur que... Édouard se releva et prit ses mains dans les siennes. Camille, tu es plus que suffisante, tu es extraordinaire. Et s'il y a des gens dans mon monde qui ne peuvent pas le voir, alors ils ne méritent pas de faire partie de notre vie. Nous allons créer notre propre monde, où ce qui compte c'est l'amour, le respect, la loyauté. Un monde où Pierre et Henri pourront grandir en voyant que les différences entre les gens ne sont que des détails superficiels, que ce qui importe vraiment c'est le caractère, la bonté, la capacité d'aimer et d'être aimé. Camille regarda Pierre et Henri, qui attendaient sa réponse avec une anxiété visible. « Vous voulez vraiment que j'épouse votre père ? »« On veut que tu sois notre mère pour toujours, » dit Pierre. « Pour toujours et à jamais, » compléta Henri. Camille sourit à travers ses larmes. « Alors j'accepte. » Le jardin explosa en célébration. Pierre et Henri crièrent de joie, Madame Marie et Laetitia applaudirent depuis les fenêtres, et Édouard embrassa Camille pour la première fois, là dans le jardin où leur vie s'était entrelacée de manière miraculeuse. Les mois qui suivirent furent ceux de préparatifs et de célébrations. Édouard tint à ce que le mariage soit une fête qui représente l'union de deux familles, de deux histoires qui s'étaient rencontrées et complétées parfaitement. Camille commença ses études de kinésithérapie, réalisant le rêve qu'elle gardait depuis des années. Édouard ajusta encore plus sa routine de travail pour pouvoir suivre ses études, les progrès des garçons, les besoins de Madame Marie et de Laetitia. Pierre et Henri continuèrent de surprendre les médecins par leurs progrès. Ils pouvaient déjà courir, jouer au football, nager, faire pratiquement toutes les activités que n'importe quel enfant de leur âge faisait. Plus important encore, ils étaient des garçons heureux, confiants, qui savaient qu'ils étaient aimés inconditionnellement. La cérémonie de mariage fut intime, célébrée dans le jardin de l'appartement, avec la présence uniquement des personnes qui comptaient vraiment. Madame Marie pleura pendant toute la cérémonie, Laetitia fut la demoiselle d'honneur de Camille, et Pierre et Henri furent les garçons d'honneur. Édouard fit un discours émouvant, parlant de la façon dont Camille leur avait enseigné à tous que les miracles existent, mais qu'ils ne tombent pas du ciel tout fait. Ils viennent à travers les mains de personnes qui se dévouent, qui croient, qui aiment sans compter. Camille, à son tour, parla de la façon dont Édouard et les garçons lui avaient montré que le mérite n'a rien à voir avec l'origine sociale ou le statut financier, mais avec la capacité d'aimer et d'être aimé, de construire une famille basée sur l'affection et le respect mutuel. 6 mois après le mariage, Édouard travaillait dans son bureau à la maison quand il entendit des rires venant du jardin. Il regarda par la fenêtre et vit une scène qui le fit sourire. Pierre, Henri, Camille et Laetitia jouaient à chat, courant, d'un côté à l'autre, trébuchant sur l'herbe, se relevant et continuant à courir. Madame Marie était assise à l'ombre, tricotant et souriant à la scène. C'était une famille. Pas la famille qu'Édouard avait prévu d'avoir un jour, pas la famille qui correspondait au modèle traditionnel, mais une famille réelle, construite avec amour, dévouement et la croyance inébranlable que les gens peuvent surmonter n'importe quel obstacle quand ils ont du soutien, de l'affection et de la foi. Édouard descendit dans le jardin et se joignit au jeu. Camille courut dans sa direction et il la prit dans ses bras, tournant avec elle dans les airs jusqu'à ce qu'ils aient à tous deux le vertige, et tombent sur l'herbe en riant. Pierre et Henri se jetèrent sur eux, créant une pile humaine pleine de rire. Laetitia s'approcha, Madame Marie laissa son tricot pour participer aussi, et là, dans le jardin où tout avait commencé, Édouard regarda autour de lui et ressentit une profonde gratitude pour la façon dont la vie les avait tous surpris. Le soir, quand les enfants dormaient et que la maison était revenue à un silence tranquille, Édouard et Camille restèrent sur le balcon, observant les étoiles. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda Édouard. « Rien du tout, » répondit Camille, se blottissant contre sa poitrine. « Et toi ? Seulement d'avoir mis si longtemps à comprendre que le bonheur était juste là, à portée de main. » Ils restèrent là en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, mais unis par la certitude d'avoir trouvé quelque chose de rare et de précieux, une famille formée non par les liens du sang, mais par les liens du cœur. Pierre et Henri grandirent forts et en bonne santé, se souvenant toujours qu'ils avaient été aimés par 2 mères, une qui les avait mis au monde et les aimait depuis le ciel,
et une autre qui leur avait appris à marcher et resterait à leur côté sur Terre. Camille obtint son diplôme de kinésithérapeute et ouvrit une clinique spécialisée en rééducation infantile, aidant de nombreuses autres familles à découvrir que les miracles sont possibles quand on a du dévouement, de l'amour et de la foi. Édouard apprit que le succès ne se mesure pas seulement en réussite professionnelle, mais dans la capacité à être présent pour les personnes que l'on aime. Madame Marie continua d'être la sagesse silencieuse de la famille. Toujours prête avec un conseil ou une étreinte en cas de besoin, Laetitia devint également kinésithérapeute, travaillant aux côtés de Camille et étant un exemple vivant que les limitations n'existent que dans notre esprit. Et dans cet appartement de Paris, qui avait commencé comme une maison silencieuse et triste, vivait maintenant une famille qui savait que les vrais miracles n'apparaissent pas avec des lumières célestes ou des annonces grandioses. Ils arrivent sous les formes les plus simples, à travers quelqu'un qui s'agenouille dans le jardin, tend les bras et murmure des mots d'encouragement à ceux qui ont besoin de croire que c'est possible. Parfois, les miracles portent un tablier, ont des mains calleuses et des cœurs énormes. Parfois, ils arrivent quand on s'y attend le moins et transforment non seulement celui qui est aidé, mais aussi celui qui aide. Et parfois, quand on a beaucoup de chance dans la vie, ces miracles décident de rester pour toujours. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours d'Édouard, Camille, Pierre et Henri a profondément touché votre cœur, tout comme il a touché le nôtre. Cette histoire nous rappelle que le véritable amour ne connaît pas de barrières sociales, que la foi peut déplacer des montagnes lorsqu'elle est appliquée avec dévouement, et que les plus belles familles sont celles construites avec une affection sincère, indépendamment des liens du sang. Si vous avez été ému par ce récit de dépassement de soi et d'amour, n'oubliez pas de laisser votre j'aime, de vous abonner à notre chaîne et de partager dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses, comme celle-ci, qui révèlent la force extraordinaire du cœur humain et la capacité que nous avons tous de transformer nos vies par l'amour et la persévérance. Restez avec nous, car il y a toujours une nouvelle histoire qui attend de vous émouvoir, de vous inspirer et de nous rappeler que des miracles se produisent tous les jours, sous les formes les plus simples et les plus belles. À notre prochain épisode, et que vos vies soient toujours remplies d'amour, d'espoir et de petits miracles quotidiens.